mon père était dentiste. Et donc il avait monté un cabinet dentaire dans la région, pas dans la banlieue de Metz. Et je crois, pour l'anecdote, que c'est après avoir fait circoncire mon frère, il a dû partir, il a dû quitter la région parce qu'il y avait quelque chose de pas, pas normal, je sais pas. Et ils ont atterri à Paris, dans le quartier des Batignolles. Bon, nous allions, mon frère et moi, à l'école du quartier, une école communale. Et mon père donc avait monté son cabinet dentaire, mais il ne pouvait pas exercer seul parce que ses documents, ses diplômes de dentiste n'étaient pas français, étaient roumains. Et donc il pouvait exercer en employant une assistante. Et c'est une Antillaise, Madame Yvette Joseph Henry, qui a été embauchée, si je puis dire, par mon père. Ils ont travaillé ensemble jusqu'à ce que mon père... Alors, j'ai oublié qu'en 1939, à la déclaration de la guerre, mon père s'est engagé comme volontaire, engagé volontaire dans la Légion étrangère. Il a été libéré à l'armistice en 1940. Là, il a repris son cabinet dentaire et il a été dénoncé parce que il faisait de la résistance. En ce sens que, parlant allemand, il faisait partie d'un réseau et il s'occupait, il était traducteur, traducteur, interprète et traducteur, voilà. Donc ma mère se retrouvait seule à la maison. Alors il a été dénoncé pour son travail, il a été dénoncé pour son travail de résistant. Mais finalement, alors il a été convoqué au commissariat des Batignolles. Le jour même, il est parti à Drancy, le 1er septembre 1940. En janvier 1942, à la conférence de Wannsee en Allemagne, les nazis déclarent la solution finale. Ma mère, seule avec les 4 enfants, décide d'envoyer les 2 plus jeunes à la campagne, chez une personne, une fermière. Mon frère et moi avons continué à finir notre scolarité jusqu'à fin juin. Fin juin, la fermière est venue nous chercher et nous a ramenés à la campagne avec nos 2 sœurs. Le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv. Ma mère est raflée seule à la maison et envoyée à Drancy, où elle retrouve mon père. Elle s'est occupée d'une infirmerie, dans une des infirmeries, elle s'est occupée des enfants qui avaient été abandonnés, trouvés, comment dirais-je, raflés, mais sans les parents. Le 18 septembre 1942, par le convoi 34, mon père et ma mère ont été déportés vers Auschwitz. Mais ma mère, au lieu de monter dans le wagon de mon père, où se trouvaient des adultes, elle n'a pas voulu laisser les enfants qui avaient déjà été abandonnés de différentes façons. Elle est restée avec les enfants.
Et 2 jours plus tard, en arrivant à Auschwitz, elle a été gazée avec les enfants, le jour même. L'infirmière n'a pas voulu nous garder. Elle menaçait même Madame Yvette de nous mettre à l'assistance. Elle a envoyé un télégramme en lui disant arrivons ce soir. Et Madame Yvette, heureusement, était à la gare pour nous accueillir, quoi. Elle nous a emmenés chez elle. On est resté une quinzaine de jours chez elle, à Ivry-sur-Seine. Elle a cherché des pensions religieuses parce que c'était les seuls endroits où on pouvait emmener des enfants juifs, quoi, cacher des enfants juifs. Mon frère est allé dans une pension à Fontenay-sous-Bois et mes sœurs et moi, nous sommes allés chez des religieuses à Fontenay-aux-Roses. Mon frère dépérissait dans sa pension. Madame Yvette, qui connaissait un pneumologue, a trouvé un établissement dans le Maine-et-Loire. C'était un château réquisitionné. Elle a envoyé mon frère directement dans ce château. Mes sœurs et moi, nous l'avons rejoint au moment des vacances 1943. Donc on se retrouvait tous les 4. Là, on a été baptisés, on a fait notre communion. On est resté là 2 ans. En 1945, le château a été réclamé par les propriétaires. Donc on a dû évacuer. De là, début 1945, nous sommes partis à la Croix-Rouge française qui était du côté de l'Étoile. Et on était livrés à nous-mêmes là. J'ai trouvé des ciseaux, je me suis fait plaisir en me coupant les cheveux n'importe comment. Il n'y avait pas de couverture. On avait un matelas sur un sommier. Et je sais qu'on avait tellement froid qu'on a mis le matelas sur nous. On s'est couché sur le sommier, on a mis le matelas sur nous. Et puis un matin, on est venu nous chercher en catastrophe en nous disant « Vous partez, vous partez ». On partait en Belgique chez nos tantes. Elles travaillaient dans la haute couture et elles avaient un atelier chez elles à la maison. Donc elles ne pouvaient pas nous garder. On est allé quelques mois jusqu'aux vacances dans les écoles de quartier à Bruxelles. Puis nos tantes nous ont trouvé une pension à Namur. Donc on était avec des enfants qui étaient orphelins aussi. Et nous sommes restés là jusqu'en printemps 1946. Pour revenir sur mon père, il n'a pas été directement à Auschwitz comme ma mère. C'est pour ça qu'il n'a pas su le sort qui était réservé à ma mère, d'être gazé directement en arrivant. Donc mon père a été à Auschwitz, il a été dans différents camps. Quand il a été libéré du dernier camp en 1945, comme tout le monde, il pesait 47 kilos, il est rentré sur une civière. C'était un homme d'une centaine de kilos. Donc il est arrivé à Paris, il n'avait plus aucun parent, plus ses enfants évidemment. Il a été remis en forme, si je puis dire, soigné. Et en 1946, il est venu nous voir à Namur. Évidemment, on lui a dit « Bonjour monsieur ». Et la religieuse qui était là, la supérieure, nous a dit « Mais vous ne le reconnaissez pas ? C'est normal, ça faisait 4-5 ans qu'on n'avait pas vu notre père. » Donc quand elle nous a dit « C'est votre papa », on s'est mis en cascade à pleurer, de la plus grande à la plus petite. Tout le monde s'est mis à pleurer pour nous calmer, reprendre l'air.
On est allé donc en famille se promener dans Namur quelque temps, puis ils nous ont redéposés à la pension religieuse en nous disant que notre père viendrait nous chercher à la fin des classes, au moment des vacances. Donc on est retourné dans cette pension. J'étais pas sitôt retournée. J'étais dans la cour. C'est une image que j'ai. J'étais dans la cour. Une religieuse est venue me chercher, m'a emmenée chez la directrice et m'a dit qu'il fallait que peut-être je ne reverrai pas ma mère. Mais peut-être que je la reverrai, mais peut-être que je ne la reverrai pas. Je ne sais pas ce que mon père lui avait dit. Et alors finalement, je suis redescendue dans la cour, je me suis mis contre le chambranle d'une porte qui était dans la cour, je me suis accroupie et puis je me suis dit dans ma tête, si c'est pour pas reconnaître ma mère, je préfère qu'elle ne revienne pas. Et après, je m'en suis voulu d'avoir pensé ça. Mais j'ai été tellement impressionnée par le fait de ne pas reconnaître mon père, enfin toutes ces émotions, que j'en pouvais plus des émotions. À la fin des classes, mon père est venu nous rechercher. Il était dans un appartement qui n'était pas loin de celui de la rue des Dames où nous étions avant, et on était seuls avec lui. Et au moment des vacances, il essayait de faire des démarches pour pouvoir rouvrir un cabinet dentaire. Et quand les vacances sont arrivées, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec mes 4 enfants à la maison. Il a été voir un service social du quartier qui nous a trouvé une ferme, encore une ferme, dans une campagne, dans la Nièvre. Je ne voulais plus aller à la campagne. Il a servi de cobaye aux Allemands pour des expériences. On stérilisait les hommes. C'était une façon d'exterminer la race juive. Et donc, il a été irradié. Mais au moment où on allait l'irradier dans les parties génitales, il s'est relevé et il a tout pris dans la figure. Pendant tout un temps, il a été aveugle, et puis donc il avait des cicatrices. Ce qui fait qu'en 1946, quand il est venu nous retrouver, on ne le reconnaissait pas. De toute façon, c'était un homme qui avait maigri énormément. Il s'est évadé plusieurs fois. Il a été pendu 2 fois. Et il a dû être dépendu une fois par... le camp était survolé par je sais pas, une armée. Il y a eu une alerte et il a été dépendu et ça s'est produit 2 fois. Une fois, il a été assez loin, il a été rattrapé par des chiens, les chiens allemands. Ça lui a valu des sévices, enfin, bon, je peux pas décrire tout ça.